Au Mali, il n'y a pas de président de la République. Il y a un président de la transition choisi consensuellement. J'ai dit à certains ministres qu'aucun Malien n'a voté pour élire un président de la République. Au Burkina et au Niger, c'est les assises qui ont donné le titre de président de la République au président de la transition. Ce n'est pas le cas au Mali. Donc des conseillers qui traînent leur boss avec tous les régimes, qui sont dans les couloirs, qui croient qu'on est au deuxième verre déjà, ne vont pas nous faire peur. J'ai tenu à leur dire. Parce que nous ne trichons pas avec l'histoire et le Mali. Et la peur qu'on veut s'aimer chez les Maliens, nous ne l'avons pas au ventre. Parce que si vous avez peur vous avez la peur, vous ne pouvez rien faire de grave. Vous n'allez pas dire la vérité. En Bambara, on dit que si votre ami ne vous dit pas la vérité, il faut payer vos ennemis pour vous dire la vérité. Moi, je considère que je suis un ami du président. C'est pourquoi je dis cette vérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le lieu pour moi de rappeler quelque chose que j'ai déjà dit. C'est-à-dire la Constitution de la Troisième République, votée le 12 janvier 1992, promulguée le 25 février 1992, mais qu'elle n'a commencé à être appliquée et à produire ses effets qu'après l'élection du président de la République, investi le 8 juin 1992. Aujourd'hui, la nouvelle constitution de juillet 2023 ne peut ni politiquement, ni juridiquement s'appliquer parallèlement et concomitamment avec un autre texte ou loi fondamentale de la République. Une constitution ne peut pas exister avec une autre loi. Si la constitution est appelée, donc il n'y a plus de sainteté, il n'y a plus de comment on l'appelle? Il n'y a plus de charte. Il ne faut pas qu'on fasse la main. Nous sommes des ingénieurs. Une maison, vous construisez, si vous faites des faussetés dans les calculs, la maison tombe. Ceux qui sont en train de détruire les autorités en faute là, ils ont tort face à l'histoire. Le peuple malien a de la mémoire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en agissant ainsi, la charte de la transition, qui n'existe que par rapport à la constitution de la Troisième République et au coup d'État du 18 août, ne pourrait donc juridiquement s'appliquer et donc deviendrait caduque et inopérante, faisant disparaître toute base juridique aux institutions en cours. Vous savez ceux qui ont infiltré la transition, qui vont chuchoter aux oreilles ce qui est bon à savoir. Voilà là où ils nous ont amenés. Si on suit leur logique, le CNT n'a plus de base légale. Donc c'est amené un conflit politique. Nous ne sommes pas d'accord et nous devons le dire. Si les Maliens n'acceptent pas, ben nous allons constater. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons le devoir de dire la vérité. Ce n'est pas le cas. La charte de la transition, elle emprunte les dispositions de la Constitution de la commune de la Troisième République. Donc elle continue de s'appliquer mutatis mutandis. Je crois que je me suis fait bien comprendre. Faut-il rappeler avec détermination et résolution que le président de la transition est issu d'un consensus de l'ex-CNSP. C'est le CNSP qui a dit au comité stratégique du M5 RFP qu'il va désigner un d'entre eux pour être président de la transition. Qui vont désigner un d'entre eux pour être ministre de la Défense, un d'entre eux pour être ministre de la Sécurité. Nous avions dit qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est des domaines militaires que nous laissons aux militaires. Les autres postes, plus certains postes, vont être répartis entre les M5 et RFP. C'est ce qui a été convenu le 24 mai 2021. C'est important que je le rappelle ça. C'est pourquoi je dis que le président est issu d'un consensus entre le CNSP d'une part et du comité stratégique d'autre part. Pourquoi? Parce que c'était les deux forces qui ont opéré le changement. Les autres étaient par terre.
L'histoire, c'est comme ça. On n'a jamais vu des forces politiques qui ont échoué et qui viennent dicter à la nouvelle République, au nouvel État, comment il doit se conduire. Mais s'il pouvait faire quelque chose, le régime n'allait pas tomber. Donc, la constitution de juin 2022 ne constitue pas une base juridique pour les institutions actuelles. C'est après l'élection présidentielle qu'elle doit rentrer en vigueur. Laquelle élection, je vous l'ai dit, a été reportée sans débat au sein du gouvernement. On a vu juste un point de presse où un ministre est venu dire qu'il y a eu un léger report. Ce jour-là, j'ai demandé au ministre de la Refondation, est-ce que vous êtes au courant? Il me dit non. J'ai demandé à notre ministre qui l'accompagne, il dit non. J'ai dit attendez, travaillons pour l'histoire, ne dites rien. Laissons les choses continuer. S'ils arrivent à s'en sortir, tant mieux pour notre pays. Mesdames et messieurs, il y a des choses que je dis et je répète dans l'entendement du M5 RFP. Je dis bien dans notre entendement, la constitution de la 4e République ne commencera à s'appliquer et à produire ses pleins effets qu'à l'issue de l'élection présidentielle qui clôt la transition en cours. D'ores et déjà, il est déplorable que plusieurs questions majeures de la gestion gouvernementale ont été traitées par surprise en mettant le Premier ministre devant les faits accomplis sans aucun débat au sein du gouvernement, notamment la prolongation de la durée de la transition, la réorganisation territoriale, la gestion de la crise énergétique, la tentative infructueuse et malheureuse du 8 juin où il fallait organiser le meeting qu'on appelle le meeting de la honte. Est-ce que vous savez que les préparatifs de ce meeting se tenaient à Koulouba? Il y a des gens qui participent à ces réunions, qui signent des papiers pour montrer que la primature était là. Personne ne les a mandatés. Et ils ne rendent compte à personne. Mais il fallait remplir des papiers pour que demain, on dise oui, oui, la primature était là. Mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. La politique, on l'a fait depuis 50 ans. Donc on ne peut pas venir nous mettre un sac sur la tête et nous faire disparaître comme ça, comme on fait avec certains maintenant. Il y a des gens qui s'étonnent qu'on met des gens dans des sacs qui disparaissent. Ce n'est pas sous la transition que ça a commencé, c'est en 1994. Mon adjoint en 1994, c'est à la sortie d'une mosquée qu'on est venu le prendre dans un sac. Il a disparu pendant des semaines. Et quand on l'a libéré, on lui a dit de démissionner du MPR. Donc ces pratiques-là, qu'on ne vienne pas nous dire que ça a commencé sous la transition. Ça a commencé il y a longtemps. Mais c'est des pratiques qui ne sont pas normales. C'est contre ça que le M5 RFP s'était battu en 2020. Mesdames et messieurs, j'ai déjà expliqué que le report des élections n'a pas été discuté au gouvernement. Des négociations d'engagement financier et des conclusions de prêts avec plusieurs partenaires et développement et des bailleurs de fonds se font à l'insu du Premier ministre. La tenue et souvent même les conclusions des négociations sur certains dossiers à caractère économique et financier avec des partenaires stratégiques ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers à l'insu du Premier ministre. La gestion des engrais des cotonculteurs à l'insu du Premier ministre. La dissolution récurrente des conseils élus et le remplacement par des organes transitoires à l'insu du Premier ministre. Il en est de même en ce qui concerne les différentes discussions concernant l'AES. J'ai précisé que l'idée d'une fédération est venue du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire, dans le bureau du Premier ministre du Mali, le 1er février 2023, quand il était ici en mission. Je lui ai dit, mon frère, nous ne sommes pas plus patriotes que ceux qui ont dirigé les pays aux indépendances. Il y avait la fédération Dahomey Haute-Volta Soudan Sénégal. Il faut qu'on s'interroge pourquoi cette fédération a éclaté et qu'on résout les problèmes, qu'on ne fasse pas une fédération, une annonce qui va échouer dans quelques années.
lorsque je suis allé au Burkina Faso, le 23 février 2023, la cassette existe. Nous en avons parlé. Lorsque nous sommes allés en visite ensemble au Niger, l'armée malienne fièrement nous a prêté un avion de Fama. Je suis arrivé au Burkina, j'ai pris mon collègue, nous sommes arrivés ensemble au Niger. Nous avons été accueillis avec ferveur et reconnaissance. À trois, nous avons discuté de la formation possible d'une future fédération. Mais qu'est-ce que je constate après? Je vois la télé, parce que moi je regarde tous les soirs la télé du Burkina et du Niger. Je vois que les présidents reçoivent là-bas des ministres qui partent du Mali. Je ne suis pas au courant. Et ils vont parler de l'AES. Et le plus grave, lorsque les ministres ont décidé de faire plutôt une confédération, une fédération, c'est à quoi je suis d'accord. Je l'ai appris par une radio étrangère. Premier ministre de la République du Mali. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais je n'ai rien dit. Parce que il y a beaucoup d'informations. C'est pour cela que j'écoute les radios étrangères tous les matins. Je consacre au moins 2 heures de temps. Les nouvelles du Mali, les 75% des informations que j'ai, c'est à partir des radios et des réseaux sociaux. Ou ce que des conseillers de certains ministres disent, ou les partenaires au développement écrivent. Mesdames et messieurs, c'est une pratique de l'ancien régime. Que le peuple malien a pourtant dénoncé pendant la lutte du M5 RFP et qui jure avec les intérêts supérieurs des Maliens se multiplie à travers des arrestations extrajudiciaires. Nous avons particulièrement déploré ce type d'actes dont les membres du comité stratégique du M5 RFP ont été victimes. Je voudrais ici saluer, féliciter pour leur courage le doyen Bouba Kramoko Traoré. Il a été arrêté à côté des bureaux du Premier ministre, renvoyé à la police, mis dans un violon comme un vendeur de drogue à 79 ans. Tout cela, c'était pour énerver le Premier ministre. Avant lui, des débats politiques sont normaux. Des camarades ont quitté le M5 RFP. Ils ont créé leur mouvement qu'ils appellent leur M5 RFP. Bon, je n'en ai pas les qualificatifs, vous savez ce que j'ai dit il y a longtemps. Et il y a quelqu'un au M5, ils font des disputes entre eux, ce qui est normal en politique. Et brusquement, on prend Abdelkader Maïga, on le met en prison. Il aurait manqué du respect ou atteint la dignité d'un autre responsable de l'autre tendance. Mais en fait, c'est parce qu'Abdelkader avait la réputation d'être proche du Premier ministre. Mais ce que j'ai dit à beaucoup de monde, moi j'ai une façon de travailler qui n'est pas comme les autres. Hein. Les gens du MPR le savent. Les 95% des hommes et des femmes qui sont avec moi aujourd'hui, y compris beaucoup d'entre vous, n'ont rien à voir avec le MPR. C'est dans la lutte qu'on s'est connus. Bouba Kramoko Traoré et Kader Maïga étaient dans EMK. Au début du M5 RFP, il ne se passait pas une réunion, on ne croisait pas de faire avec moi. Mais un jour, je l'ai déjà dit, nous sommes allés rencontrer l'ancien président. Et ce jour, j'ai rendu compte avec la verve nécessaire, la conviction requise, j'ai rendu compte des exigences du M5 RFP. Et j'ai donné les réponses attendues par le M5 RFP. Quand on est sorti, voici le Bouba Traoré qui m'invectivait toujours, qui me prend par la mémie d'abord, et quand je suis devenu Premier ministre, je l'ai immédiatement pris dans mon cabinet. J'ai dit, doyen, ton rôle c'est de coudre le tissu M5. Ceux qui sont fâchés, qui critiquent le Premier ministre, qui tapent sur lui, va les voir. Je suis prêt à aller chez chacun d'entre eux discuter. Il en était très heureux.
La suite, ça ne s'est pas tenu parce qu'on s'est mis à vilipender le Premier ministre dans les médias en disant qu'il a usurpé son poste. Alors que son poste est issu d'un débat d'une élection qui a duré 3 heures de temps. Sur 6 candidats, il a été retenu. Mais certains disent non, c'est un usurpateur. On ne le reconnaît pas. Kader, c'était la même chose. Au début, il disait, parce que j'avais un rôle qui n'était pas le leur. Mon rôle, c'était de maintenir la cohésion du M5RFP. Parce que chaque tendance qui quitte, ça nous affaiblissait. Et eux, ils étaient remontés contre certaines intrigues. Donc Kader était tout le temps fâché. Ils ont commencé même à me soupçonner d'être un complice des religieux. Un jour, je l'ai appelé chez moi. J'ai dit, donc, comme on dit en Soraï Kaino, tu sais, nous sommes à un point où si cette lutte échoue, le peuple malien ne va pas nous pardonner. Et moi, j'ai une responsabilité particulière de maintenir la cohésion. J'ai dit les religieux là, j'ai celle des jeux dans lesquels certains sont. Mais allons-y d'abord ensemble. Taisons nos contradictions. La contradiction principale, c'est de faire tomber le régime. Les autres viendront. On va atteindre un point de non-retour, je lui ai dit. Le point de non-retour. Je lui ai dit, quand on va atteindre ce point-là, le religieux qui va quitter le M5, qui partira seul, personne ne va le suivre. Amakea, c'est ce jour-là qui m'a dit, grand frère, j'ai encore le bénéfice du doute. On va voir. Et c'est un homme qui est direct. Il ne cache pas ses sentiments. Il n'a pas froid aux yeux. Non, on dit non, tout ce qu'il dit, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Quand il a fait son interview, je l'ai appelé. Nous avons discuté, on a échangé, chacun a donné son avis là-dessus. Mais de là, aller l'arrêter, parce que dans un débat politique, il a eu des altercations avec un homme politique, je ne m'attendais pas à ça. Mais après, j'ai compris que ça a été fait, déstabiliser le Premier ministre. Donc, je voudrais lui rendre un hommage. Mais tous les jeunes qui sont dans les vidéos qui ont été enlevés dans la circulation, Amara Silla, d'autres, si j'en oublie, vous m'excusez, parce qu'il y en a qu'on a amené, on leur a dit de dire que tout ce qu'on leur reproche, de dire que ça vient du Premier ministre. Ils ont dit non, le Premier ministre là, on ne le voit même pas. Oui, c'est Amara Bachili, je me suis du terme. Il n'y a pas de Maliens. Il y a d'autres, si j'en oublie, que vous m'excusez. Il y en a qui ont fait la prison. Personne leur a dit juste, dites que ce qu'on vous reproche là, ça vient du Premier ministre. Ils ont dit non, non, le Premier ministre ne nous l'a pas dit. Ils ont fait la prison pour hier. Il y a des gens qui m'ont insulté, m'ont traité, je vais le dire, de pédophile. Lorsque mes conseillers sont allés se plaindre, on leur a dit, attendez, ce monsieur-là, il est protégé. Il est intouchable aujourd'hui. Allez-y dire au Premier ministre s'il veut, il n'a qu'à se plaindre lui-même. Or, moi, j'ai dit à tout le monde que jamais, sauf si je change d'avis après, je crois que je ne changerai jamais d'avis. Un homme politique, un journaliste ne les amènerait jamais devant une juridiction. Si c'est un homme politique, je vais le combattre avec mes idées. Si c'est un journaliste, l'État montrera qui a raison ou qui a tort. Donc, sachant ça, on dit aux gens, allez-y dire au Premier ministre de se plaindre lui-même. Mais les gens disent, le Premier ministre a déjà dit qu'il ne se plaint pas. Bon, ils sont venus me voir, j'ai dit, vous savez, notez pour l'histoire. La jeunesse du M5RFP, du MPR, a fait une délégation pour aller porter plainte contre celui qui a insulté, parce que traiter quelqu'un de pédophile chez nous, c'est quand même une injure. Très grave. Brûler son livre en présence d'autres hommes politiques. Lorsque la jeunesse du MPR a été portée plainte, on leur a dit, bon écoutez, le monsieur, il n'a pas insulté votre président, il a insulté le Premier ministre.
c'est le Premier ministre qui peut se plaindre. Quand ils sont venus me voir, j'ai dit, mais c'est très bien fait pour vous. Pourquoi vous êtes allés? Ils ont dit non, qu'ils savaient que s'ils me disaient, j'allais leur dire de ne pas aller. J'ai dit, notez pour l'histoire tout ce qui vous a été dit et le nom de celui qui vous l'a dit. Parce que tous ceux qui se mettent au service de l'injustice dans notre pays, l'histoire l'a démontré et ils vont le payer tôt ou tard. Je sais que tout pouvoir politique, quand il s'installe, il a besoin de la justice, il a besoin des forces armées de sécurité. Mais il y a des pays où j'ai vu le Premier ministre. J'ai vu des militaires dans ce gouvernement, je l'ai demandé, on raconte beaucoup de choses. Il m'a dit, vous savez, lorsqu'un président civil a voulu utiliser les forces armées de sécurité pour mater les citoyens, c'est ce militaire qui lui a dit, épuisez votre débat politique, n'utilisez pas l'armée. À cause de cela, on l'a expulsé du pays, on l'a envoyé très loin. Aujourd'hui, il est ministre. Un autre, on a voulu utiliser la gendarmerie pour manipuler l'opinion et mater, faire des morts. Le directeur général de la gendarmerie a dit attention, faites votre débat, ne mêlez pas les forces de sécurité là-dedans. Opportunité de formation en élevage du poulet local en Afrique. Est-ce que vous avez un projet d'installation d'une ferme de poulet local? Est-ce que l'élevage du poulet vous intéresse réellement? Est-ce que vous rencontrez déjà des problèmes sur votre ferme? Des problèmes concernant les maladies, la croissance, la chute de ponte ou même des problèmes liés à la fabrication d'aliments. Vous voulez maîtriser la fabrication d'aliments pour rentabiliser votre élevage de poulet. Les amis, est-ce que vous avez besoin de connaissances, d'une formation pour réellement rentabiliser? Cette formation, c'est pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Je suis un producteur du poulet local, PDG de l'entreprise Fika Poulet, une entreprise spécialisée dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation du poulet local 100% africain. Nous, on ne fait pas les poulets importés, on ne fait pas l'élevage des poulets de chair, on ne fait pas l'élevage de la poule pondeuse. On est plus spécialisé dans la race locale. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe dans notre entreprise et comment nous on rentabilise. Les amis, nous avons juste des reproducteurs. Des reproducteurs, c'est des sujets de 6 mois qui nous donnent des œufs fertiles. L'œuf que nous on obtient, c'est des œufs fertiles. Maintenant, les œufs fertiles sont amenés dans l'incubateur où ils vont passer 18 jours dans l'incubateur, après 3 jours dans l'éclosoir et nous avons les poussins. Les poussins qui représentent la matière première pour rentabiliser réellement votre élevage du poulet. Ça veut dire chez nous, on n'achète pas les poussins. C'est ce qui fait réellement qu'on rentabilise 3000 poussins en 1 mois. C'est ce qu'on obtient et nous allons multiplier ça dans les années à venir. Alors pour vous aider à nous ressembler, à rentabiliser votre élevage, nous organisons chaque dernière semaine de chaque mois une formation pour aider la communauté noire. Nous avons 2 types de formation. Il y a la formation de production. C'est quoi la formation de production? Au cours de la formation de production, nous allons parler du mythe autour du poulet. Pourquoi ils ont créé réellement le poulet Goliath? Il faut comprendre pourquoi ils ont créé le poulet Goliath. C'est quoi les avantages du poulet Goliath? Quels sont les produits dérivés d'élevage du poulet Goliath? Nous allons après parler des maladies de traitement, de la fabrication d'aliments. Les amis, la fabrication d'aliments, 80% des dépenses sont liées à l'alimentation. Donc, il faut maîtriser la fabrication d'aliments aujourd'hui pour rentabiliser votre élevage de poulet. Après, nous allons parler de la gestion de l'incubateur et de l'éclosoir. Nous allons parler après de quoi? De la rédaction de projet. Si vous avez un projet d'élevage de poulet, il faut rédiger le projet. Voir si ce projet est rentable à long terme. Il faut d'abord rédiger le projet. Donc, on va vous apprendre à rédiger un projet de poulet. Et la rédaction d'un projet débute toujours par un objectif. C'est quoi votre objectif dans le poulet? Les amis, pour finir, on va vous parler de commercialisation. Vous ne pouvez pas venir dans le poulet sans avoir le marché d'écoulement. On va vous apprendre les marketing de communication, marketing de vente et marketing du produit. Sans
Sans le marché d'écoulement, il n'y a pas d'élevage de poulet. Ça, c'est la première formation appelée formation de production. Le coût de cette formation, c'est 180 $, 100 000 francs CFA. Si vous êtes déjà intéressé, le numéro est devant vous. Après, nous avons la formation complète. La formation complète, c'est la formation qui part de la production jusqu'à l'abattage du sujet. Quand vous venez dans le monde d'élevage, pour réellement rentabiliser, vous devez apprendre à transformer. Vous savez, nous avons 3 piliers de production. La production, la transformation et la commercialisation. Vous ne pouvez pas seulement vous arrêter à la production. Vous n'allez pas réellement rentabiliser. C'est vrai que vous allez gagner d'argent, mais c'est pas encore ça rentabiliser. Il faut venir au niveau de la transformation. Et quand on parle de la transformation au niveau de la race locale, au niveau du poulet, c'est comment installer votre abattoir. Donc, au cours de la grande formation, la formation complète, on parle de l'installation d'un abattoir ou une tuerie. Si vous n'avez pas les moyens, au lieu d'installer un abattoir, vous installez votre tuerie simplement. Nous allons parler des diagrammes. Nous allons aussi parler des étapes à suivre pour abattre les volailles. Parce qu'il y a plusieurs étapes pour abattre et produire une viande de qualité. N'oubliez pas que vous voulez mettre dans l'assiette de la population une viande de qualité. Donc, il faut respecter d'abord les normes d'hygiène. Et là, nous allons parler aussi des normes HACCP. Les normes HACCP, c'est des conditions que vous devez respecter pour ne pas infecter la viande. Et pour finir cette formation, nous allons parler de quoi? De la traçabilité. Si réellement vous voulez devenir une entreprise qui se respecte, une entreprise qui va rouler avec des millions, avec des milliards, vous devez agir sur la traçabilité de votre produit. Et la grande formation, la formation complète, elle est à 360 $, 200 000 francs CFA. Le bonus ici, c'est que vous allez intégrer une communauté. Vous allez rester avec nous. Vous savez, quand vous rencontrez des vrais éleveurs qui rentabilisent, vous gagnez en expérience. Donc voilà les 2 types de formations qu'on dispose au sein de notre communauté. Et si vous êtes intéressé par nos formations, il y a un seul numéro. Le numéro là, c'est le numéro de formation. Vous appelez, vous envoyez votre nom, prénom et vous faites votre inscription, on met votre nom sur la liste. Chaque fin du mois, on organise des formations, mais les places sont limitées. On a besoin seulement de 10 personnes chaque mois. Et comment cette formation, ça fonctionne? Les amis, il faut vite faire l'inscription avant la fin du mois. Et là, vous avez des liens, vous avez des vidéos, vous avez des documents. Et vous finissez de suivre les vidéos, de faire la lecture de ces documents. Et le jour même de la formation, vous posez des questions. Là, vous avez déjà une idée de ce qu'on appelle l'élevage avant le jour de la formation. Et là, vous avez le temps pour poser tellement de questions. Chez nous, il n'y a pas de questions bêtes. Chers membres de la communauté des entrepreneurs, la connaissance, seule la connaissance va vous permettre de rentabiliser votre élevage de poulet. J'attends vos inscriptions. Inscrivez-vous massivement à cette formation et ensemble, nous allons atteindre notre autosuffisance alimentaire et aussi parler de souveraineté alimentaire. Ensemble, les amis, nous pouvons lutter contre l'importation de la volaille, des poulets congelés, des poulets morts. Il faut commencer la production, mais surtout de la production du poulet local 100%. J'attends vos inscriptions. Merci beaucoup. Le numéro est devant vous. Ce numéro, c'est uniquement pour la formation. Quand vous appelez, c'est pour acheter une formation. C'est pour prendre des renseignements sur la formation et vous inscrire. Merci beaucoup et à tout à l'heure.